J'ai relu cette présentation que je vais vous partager dans le train, parce que je viens de Valence, et le train a eu beaucoup de retard pour des raisons dont je vous passe les détails. J'ai eu la chance qu'il y ait eu un train, et donc j'étais avec des gens très énervés, plein de gens qui râlaient, donc peut-être que la présentation va être un peu très énervante, parce que j'ai essayé de rester calme, mais j'étais cerné de gens comme ça, donc ça va peut-être donner une présentation un peu comme ça. J'espère que ça ira quand même. C'est pour vous dire aussi que je vis dans la Drôme, et avec ma compagne, comme tu l'as évoqué, et dans la Drôme, on a créé une école qui s'appelle l'école de la nature et des savoirs, qui est une partie école primaire pour les enfants, et une partie, on va dire, école pour les grands. Et l'idée pour les enfants, c'est de leur donner envie de ne pas aller en vacances. C'est-à-dire que si on retrouve le vivant, l'envie, le désir dans les apprentissages, si les enfants redeviennent acteurs de leurs apprentissages, l'idée de vacances n'a plus beaucoup de sens. Voilà, donc il y a 30 places et 400 demandes d'inscription, on est un peu submergé. Et pas vraiment aidé dans le tissu éducatif français qui est le nôtre, l'innovation n'étant pas quelque chose de très facile. Voilà. Alors sur les gardiens de la Terre, je me suis un peu réfléchi à ce que j'allais vous partager, parce que Marie-Claire et Dominique m'invitent régulièrement à parler ici, donc mon challenge c'est de trouver des trucs nouveaux à raconter pour pas qu'ils s'endorment. Vous voyez, il a fallu non seulement que je supporte les nerfs de mes voisins dans le train, ça va être, et puis que je renouvelle ma présentation pour vous partager tout ça. Gardien de la Terre, cette photo, il semblerait qu'elle était prise dans les années 70, 1972, si j'ai bien compris. C'était une des premières fois où l'homme voyait cette chose incroyable qu'on appelle la Terre de loin. Et il se dit que tous les astronautes qui ont vécu, ou astronautes qui ont vécu cette expérience, reviennent très troublés, très affectés ou touchés, parce que de voir cette petite boule bleue tournicotée dans l'espace et a priori, sauf découverte récente que j'ignorerais, ne pas avoir d'autres planètes similaires dans les environs, donne tout d'un coup un sentiment de fragilité, de vulnérabilité. Et il y a un garçon, un chercheur qui s'amusait à reproduire, par rapport, mettons que la Terre soit comme ça, qui s'amusait à reproduire la surface de l'eau douce, enfin la quantité d'eau douce. Alors le globe est à peu près comme ça, et la quantité d'eau douce, ça fait un petit truc comme ça, et c'est avec ça que l'eau irrigue, qu'on boit, que la vie advient. C'est tout petit. Et quand on voit les problèmes d'eau qui se profilent, et qu'est-ce qu'on fait avec l'eau, et qu'on a ce recul, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? Donc c'est un peu avec les gardiens de la Terre, c'est un peu ça qu'on va explorer ce soir. Qu'est-ce qui se passe? On parle des gardiens de la Terre, alors les chiffres varient, certains parlent de 450 millions, d'autres 300 millions. J'ai plutôt entendu 300 millions de personnes réparties dans 70 pays qui ont comme caractéristique de vivre et de dépendre du territoire où ils sont. C'est-à-dire s'ils n'ont pas une relation de qualité avec le lieu où ils habitent, ils ne peuvent pas vivre. C'est alimentaire, bien sûr, pour manger, pour se nourrir, mais pour se soigner. Et contrairement à nos sociétés modernes, c'est parce que c'est le territoire qui leur donne leurs lois. C'est grâce à la nature et à ce qui se passe dans la nature qu'ils élaborent leur système qu'on va appeler judiciaire, de loi, législatif, etc. Ce n'est pas du tout comme chez nous des hommes et des femmes, plutôt des hommes qui se réunissent dans des chambres de députés puis qui dictent des lois, puis changent quand ça les arrange. Voilà, un coup c'est la NUPES, un coup c'est je ne sais pas qui, puis ça fluctue selon des règles pas toujours très claires ni très explicites. Là, c'est pas ça du tout, c'est quelles sont les lois qui font que la nature existe et qui font que vous êtes vivant. Et celle-là, on ne peut pas beaucoup faire de lobbying dessus. Arrêtez-vous de respirer, que vous soyez riche ou misérable, on a tous besoin de respirer, donc inspire, expire, un pas à l'autre, de cloche-pied, c'est pas très confortable. Si lui, là, il s'arrête de battre, bah voilà, je suis plus là, voilà. Tous ces principes qui font qu'on est en vie s'incarnent dans un territoire, dans ce qu'on appelle la nature, et donnent leurs lois. C'est clair la différence? Alors que nous, c'est des lois qu'on invente jusqu'à inventer des lois qui vont contre la nature. Je ne vous en ferai pas la liste, mais c'est assez quand même formidable pour préserver des filières économiques, peu importe lesquelles. Les betteraves, par exemple, on va mettre des entrants chimiques, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà des gens qui vivent avec les lois de la nature et qui sont en interdépendance avec leur territoire. Donc forcément, mais comme un agriculteur, j'ai la chance de parler avec mon voisin qui travaille ici, je n'ai pas besoin d'être cueilli pour savoir que cette interrelation-là, quand on travaille avec les abeilles, avec les plantes, avec les fleurs, elle est puissante, elle est forte. Et si on n'a pas cette qualité de relation, ben on n'arrive pas à vivre dans ces territoires. Nous, on vit à 85% en ville,
Nos courses, c'est dans le supermarché ou le magasin bio. On ne sait plus trop la chaîne de production qui amène les aliments, on ne sait même plus trop comment ils sont faits. Voilà, on n'a plus beaucoup de liens au vivant. Souvent, quand je demande à des gens de se présenter dans une réunion, je leur demande qui êtes-vous. Je crois qu'une seule fois, sur une centaine de fois où j'ai posé la question, les gens m'ont dit je suis un être vivant. Il y a des gens qui parlent du métier, des gens qui parlent d'où ils habitent, des gens qui parlent de la nature des relations dont ils ont besoin pour être bien, mais jamais personne me dit je suis vivant. Alors si on n'est pas vivant, bah, il ne se passe rien, tout le reste ça s'écroule. Donc c'est intéressant cette amnésie de la vie. Or si on a une amnésie de la vie, on ne peut pas la protéger, on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas la regarder, on ne peut pas en prendre soin. Donc il serait 300 millions de personnes, 70 pays, ça je vous l'ai déjà évoqué. Et ça dépend le chiffre de référence, 3-4% de la population qui protégerait plus de 50% de la... Là on est sur les chiffres. 50% de la biodiversité mondiale. Donc ces petits groupes d'humains perdus dans des replis d'une montagne, d'une forêt, un coin de désert, qui survivent, vous le savez, difficilement, c'est grâce à eux qu'on peut encore se dire il y a une forme de biodiversité libre, réellement sauvage, de par le monde, parce qu'ils sont là. Or, le rapport qu'on a avec eux est quand même terrible, puisque dans tous les pays où ils existent, c'est des emmerdeurs, c'est des empêcheurs de se développer en rond. Là, il y a une mine, on ne peut pas creuser parce qu'ils sont là. Là, il y a des arbres, on ne peut pas les abattre parce qu'ils sont là. En clair, ils font chier, quoi. Donc, on est dans ce paradoxe assez extraordinaire de dire, grâce à eux, on a encore un peu de biodiversité, mais ils nous empêchent de nous développer. Embêtant, quand même. Voilà. Comme ça. Et cette forêt, cette photo, elle a été prise ce qu'on appelle la forêt des brumes. C'est des forêts qui sont à 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude, où il y a de l'humidité permanente, donc vous imaginez bien que la faune, la flore, la végétation est incroyable, et la moindre variation, j'ose même pas dire d'un demi-degré, va perturber un lichen, qui va perturber une grenouille, qui va perturber un petit oiseau, qui va perturber, voilà. Un tout petit, même pas un demi-degré, un quart de degré, tout se déséquilibre, les moisissures changent, les animaux n'ont plus leur nourriture, tout s'écroule. Donc en fait, ces forêts qui existent dans certaines parties d'altitude sont des espèces de bio-indicateurs que les communautés autochtones suivent comme du lait sur le feu, parce que ça leur dit comment va la planète, finalement, quelque part. Donc ça, c'est quelques forêts qui restent comme ça, et quand vous traversez ces forêts avec des gardiens de ces forêts, ils vous disent « Tu vois l'oiseau que tu entends, là? Oh ouais, alors, c'est moi qui traduis dans ma langue le mois, hein. Il vient au mois d'avril, il est très chiant, il parle très fort, il embête tout le monde, parce qu'il couvre toutes les conversations. Mais on s'en fout, il prend la parole pendant 15 jours, donc tout le monde le laisse, parce qu'on sait qu'il est comme ça. Mais dans 15 jours, il n'existera plus. Et puis, il sera parti. Les gens qui parlent fort, on les laisse parler pour pas qu'ils nous embêtent. Et puis, celui-là que tu entends, là, toi, celui-là, il est en train de dire, il est 17h30, on a une demi-heure pour sortir de la forêt, parce qu'à 18h, il fait nuit dans les zones tropicales. Et si à 18h, on est encore dans la forêt, il y a le tigre, il y a le jaguar, en l'occurrence. Donc, il faut qu'on y aille. Donc, il y a une espèce de rapport aux oiseaux, au bruit, qui leur indique tout ce qui se passe dans la forêt et comment y être bien. Moi, je nous mets au défi, là, on partirait tous là, dans la forêt. On a dû mettre 2 jours pour la traverser, mais ouais, on ne serait pas très bien. On ne serait pas trop à la maison, quoi. Parce que le jaguar, vous avez déjà entendu les singes hurleurs, ça vous parle? Quelqu'un a déjà été dans les zones tropicales, c'est les petits singes, ils sont encore comme ça, hein. Mais ils ont une espèce de grosse poche sous le ventre. Quand ils font un petit « i », eh ben, dans la grosse poche, je fais « Ouah !» Alors quand vous ne connaissez pas, vous êtes là et vous entendez « Ouah !» Qu'est-ce que c'est ce truc? Première fois que je l'ai entendu ça, j'ai pris mon Opinel, j'étais avec ma copine. T'inquiète pas, marche derrière, je te protège. Bon, depuis j'ai appris que c'était des petits singes sympas. Alors qu'est-ce qui caractérise ces sociétés? Je vous ai évoqué un peu leur rapport à la loi, mais qu'est-ce qui les caractérise par rapport à nos sociétés? La transformation de la matière, ça ne les intéresse pas. Faire des composants électroniques, faire des téléphones, des voitures, ce n'est pas leur truc. Ça ne veut pas dire qu'ils le critiquent, ça ne veut pas dire qu'ils trouvent ça mal du tout, ils s'en servent parfois, mais ce n'est pas là qu'ils ont investi de l'intelligence, ce n'est pas là qu'ils ont mis du temps. Par contre, là où ils ont mis du temps et de l'énergie, c'est comment vivre à peu près ensemble sans se taper dessus. Ce n'est pas des saints, hein, mais comment faire que l'altérité reste supportable, voire créatrice. En fait, la question clé, qui est une question qu'on se pose nous, hein, c'est comment tenir la violence et la barbarie à distance. Je ne fais pas de dessin. Quand il y a une altérité qui n'arrive plus à trouver les voies du dialogue, c'est la cata. Donc, c'est une de leurs préoccupations que de faire en sorte que l'altérité reste
intéressante. Pas mal comme finalité de corps social. Mais ça ne se voit pas, parce qu'on arrive dans un village, il n'y a pas une expression technologique de ça. Il y a juste des gens qui savent se parler. C'est pas mal. Et puis l'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils connaissent, je ne sais pas comment l'exprimer, par cœur, intimement, toute la nature, comment elle fonctionne, ces grands équilibres, l'impact d'un rayon du soleil à cet endroit, pourquoi la couleur de l'eau va donner tel type de plante. C'est incroyable, ce sont des encyclopédies, 3 fois encyclopédies universalistes qui pourraient en damner de nombreux ingénieurs de l'INRAE, puisqu'ils ont rajouté le E. Je pense que si ces ingénieurs avaient l'humilité du dialogue, non pas pour dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais je pense qu'ils feraient des découvertes de ces espèces d'ingénieurs agronomes qui vivent au quotidien dans leur forêt, là, et qui du coup doivent la connaître très bien pour survivre. Donc ils feraient, s'ils avaient l'humilité, bonne valeur, sans doute des différences. Ça c'est ce qui caractérise le temps, ils ont 24 heures comme nous, et comment ils affectent le temps au développement de compétences, de savoir-être, de savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire d'apprendre à vivre ensemble, en paix. C'est un vrai savoir-faire d'apprendre à se parler sans se taper sur la tronche. C'est un vrai savoir-faire que de se déplacer dans une forêt ou une zone tropicale et de survivre et d'être en harmonie avec cet espace. Mais les téléphones et ces trucs-là, ce n'est pas leur tasse de thé. Notre société à nous, c'est l'inverse. Nous, si on a mis le paquet sur la transformation de la matière, avec cette finalité, pourquoi pas, je ne la critique pas, plus vite, plus efficace. On nous avait vendu les ordinateurs et tout le monde numérique en disant, vous allez voir, ça va un peu faire le job à votre place, vous aurez plus de temps. Vous vous rappelez de ça? Et alors, vous le sentez comment? Moi, j'ai l'impression qu'on en fait plus avec moins de temps, mais bon, c'est mon impression. Parce que ça occupe tous les espaces. Le soir, le matin, il y a toujours un moment où ça vient vous... Une réponse, un truc, un bidule, quoi. On est très fort là-dessus. Et les sociétés racines, autochtones, comme on peut les appeler, ou les gardiens de la terre, comme on les appelle parfois, ne critiquent pas ça. Ils sont admiratifs de notre choix et des talents qu'on a développés pour faire des avions, des machines, des trucs. Ils disent juste que c'est pas ça qui va nous sauver de la misère dans laquelle on est en train de se mettre. Ça, oui, c'est sûr. Et on est très mauvais sur l'apprendre à vivre ensemble. On apprend très peu à l'école. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment on peut se parler? On ne se connaît pas, mais comment faire en sorte que ça reste respectueux pour vous, respectueux pour moi, et qu'on finisse la soirée de manière agréable, voilà, en respectant les uns et les autres dans nos altérités, nos différences, nos histoires. On a appris ça où? À part en se prenant quelques baffes, on va dire ça comme ça, qui nous disent ah là, c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Les projections, les croyances, les peurs, les émotions, ce qu'on appelle nos engrammages, c'est-à-dire nos difficultés. Moi, mon engrammage, il est simple. Quand j'étais gamin, enfin, il y en a un qui est simple, je ne vais pas vous les faire tous, hein, je ne suis pas une séance de psychanalyse, mais et je parle de moi parce que c'est le seul que je connais le moins mal, je vous ferai votre job. Moi, quand j'avais 13 ans, j'avais une tronche de pizza hawaïenne, vous voyez, à peu près la pizza hawaïenne. Ça s'appelait de l'acné, je crois, un truc comme ça. Et alors, quand vous regardez dans la glace et que vous voyez une pizza hawaïenne, vous dites, oh, c'est chaud quand même. 13 ans, c'est pas évident de transformer une pizza. Puis vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas comme vous, un peu une fille, et vous aimeriez bien faire connaissance, mais avec la tronche de pizza, c'est râpé, quoi. Donc il y a un vrai engrammage chez moi de reconnaissance qui a complètement orienté mes choix de vie. Alors, est-ce que c'est de la liberté de dire j'ai fait ça parce que j'avais besoin de reconnaissance? Ben non, pas du tout. Donc tant qu'on ne décrypte pas ça, comment voulez-vous qu'on se sente à l'aise avec l'autre, puisque déjà soi-même, on ne sait pas trop comment ça fonctionne là-dedans. Ça va, ça? Ouais. Ma maman a appris de feu ma grand-mère que quand on écrit de la main gauche, il faut attacher la main dans le dos. C'était sa maman, c'était une époque. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait avec ma sœur? Ben, quand elle écrit de la main gauche, en toute bonne conscience, elle attache la main de ma sœur dans le dos. Est-ce que j'ai besoin de vous dérouler les conséquences, on va les appeler psy pour faire vite, mais en tout cas les problèmes que ça lui a posés dans contrariété de quelque chose chez elle et comment ça s'exprime et que c'est sa maman qui lui... Enfin bref, voilà. Donc on a tous des trucs comme ça, je pense, qui nous habitent et comment apprendre à s'en détacher. Donc apprendre à vivre ensemble, c'est aussi faire le ménage là-dedans. Et puis renouer ou renouer des liens d'alliance avec le vivant en nous et autour de nous. Une fois, les Kogis sont venus à Lille, et ils avaient été invités à l'hôtel de la région, reçus par un élu écologiste et un autre élu socialiste, je crois, un truc comme ça, ou 2 élus socialistes, je ne sais plus. Ben, bref. Et c'était une époque, ça remonte un peu, où il y avait des grandes photos de l'hygiène,
photos aériennes qui étaient collées sur le sol de l'hôtel de la région. C'est vrai que c'était sympa, on rentrait, puis on pouvait, entre guillemets, survoler la région grâce à ces photos aériennes. Donc le temps de leur expliquer ce que c'est aux Indiens qui étaient là, et ils commencent à marcher sur la photo aérienne versus marcher sur la région, à explorer la région via les photos. Puis d'un coup, ils se retournent vers nous, ils disent « Mais où sont vos forêts ?» Et là, je vois l'élu socialiste qui dit « Comme ça, où sont les forêts ?» Il n'y a quand même pas beaucoup de forêts, quoi. Parce que si vous n'avez pas de forêt, où sont vos animaux? Et si vous n'avez pas d'animaux, qui vous enseigne la nature? En fait, vous n'avez plus d'enseignants de la nature. Et puis après, ils ont posé une autre question, ils ont dit « Où naissent vos sources ?» Alors là, on voit les deux élus, bon, je ne sais rien, moi, où naissent vos sources. Parce que si vous ne savez pas où vient l'eau, comment voulez-vous la soigner? L'eau, c'est ce qui donne l'information sur un territoire, c'est ce qui donne la vie. Si vous ne savez pas d'où elle vient, mais vous ne pouvez pas soigner votre territoire. Et là, l'élu écolo qui dit « Je t'avais dit, c'était important de les recevoir, tu as vu, ils disent des trucs intéressants. » Voilà, c'était rigolo. Avec cette petite arrière-pensée, parce qu'on ne peut pas s'empêcher quand même d'y penser quand on les voit en pyjama dans leur montagne, de se dire mais ils sont gentils, ils n'ont pas ça, eux. Non, ils n'ont pas ça. Non, c'est vrai. Mais ils ont d'autres réponses. Et c'est tout notre travail. On dit souvent que les vainqueurs ont raison. On pense qu'on a raison et qu'ils ont tort. Mais Lévi-Strauss l'avait bien rappelé, il n'y a pas de société développée, d'autres sous-développées. Il y a des réponses différentes aux mêmes questions essentielles que traverse l'humanité sur ce petit navire spatial. En fait, nous avons un destin commun. Qu'on soit Kogi, écureuil ou Lillois, ou je ne sais pas quoi. On est tous embarqués sur ce petit bateau. Donc ce serait peut-être intéressant qu'on se parle entre ces deux visions du monde, peut-être. Non? Si? Aidez-moi un peu là. Ne me laissez pas tout seul. Et c'est cette phrase que j'aimais bien. Ils étaient venus une fois en France, ils avaient vu le périphérique, et les camions qui portaient des voitures. Et il y avait des bouchons, alors ça apparaissait pas sur la photo, mais on était bloqués sur le périph' avec toutes les voitures, ça. Et puis il y avait un panneau qui clignotait avec marqué « rouler à 70 » parce que le gaz à effet de serre, je ne sais pas quoi. Donc il y en a un qui me dit « il y a marqué quoi ?» Je dis « laisse tomber, je ne peux pas t'expliquer, c'est un truc de chez nous, ça. » Et puis les voitures sur les camions bloquées à droite, les voitures sur les camions bloquées à gauche. Vous faites quoi avec les voitures? Et c'est toujours intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce conte d'Andersen, Le roi est nu. Ça vous parle ou pas? C'est un roi qui demande chaque fois à ses artisans de lui faire des habits chaque fois plus magnifiques. Et puis quand les habits sont faits, il défile devant ses sujets absolument ébahis. Et puis un jour, les artisans ils se disent ouais, « on a tout fait, là. On a fait les émeraudes, le diamant, on va retrouver un truc. » Ils disent « on a une idée. On va lui faire un truc et on va lui dire que les seuls qui peuvent le voir, c'est les gens vraiment extrêmement intelligents. Les autres ne peuvent pas le voir. » En fait, ils lui font rien du tout, ils le laissent tout nu, et ils disent, il n'y a que les gens intelligents qui peuvent voir la beauté de ce qu'on vient de vous faire, Majesté. Donc Majesté n'a pas emmerdé, parce que s'il se voit tout nu, c'est qu'il est con. Donc il se trouve magnifique. Donc le voilà tout nu qui défile devant ces sujets à qui on a dit, ce vêtement magnifique ne peut être vu que par des gens supérieurement intelligents. Donc tous les sujets disent, magnifique, sire. Et puis superbe. Et puis il y a un enfant à qui on n'a pas donné la consigne et qui dit mais il est à poil là. Il y a un peu de ça dans le regard décalé de ces humains qui n'ont pas nos problématiques et qui, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison, hein, je ne suis pas dans ce regard-là, mais le regard qu'ils portent sur notre monde, c'est celui de l'enfant sur le roi est nu. A-t-on envie de l'accueillir? A-t-on envie de le voir? Ça, je ne sais pas. Et les Kogi nous avaient dit ce jour-là, mais vous êtes super forts, vous faites des super choses matérielles, les téléphones, les routes, les avions, magnifiques, mais on dirait que sur le plan spirituel, c'est-à-dire la capacité à penser le monde, ce qu'on appelle la nature, ses enjeux, vous êtes un peu sec, quoi. Aujourd'hui, on a deux voix. On n'a pas 36, hein. Je ne vais pas vous faire le coup du rapport du GIEC et tout ça, je suis sûr que vous avez tous tout lu en détail, vous avez bien pris conscience des chiffres répétés de manière un peu lancinante à chaque publication d'un rapport, qui nous renvoie une impuissance incroyable en fait, parce que je pense que tout le monde le sait, on a bien conscience qu'il y a un problème, so what, quoi. Une fois qu'ils nous ont dit que c'était catastrophique, là, la représentante française, elle a dit on est au pied du mur, c'est la cata, so what, qu'est-ce qu'on fait? Au pied du mur, une idée, vous?
Genre, oui, je sais pas comment on va s'en sortir. Donc, deux voies possibles. Deux voies possibles. C'est pas moi qui dis ça comme ça. Avec cette arrière-pensée, et j'insiste là-dessus, de ces Indiens, alors là, on va plus aller voir une communauté que je connais un peu mieux, qu'on appelle les Kogi, qui sont en Colombie, qui ont ces propos. Et je trouve ça incroyable d'humanité. Ça fait 500 ans qu'on les abîme, pire que les abîmer, on les détruit, quoi. Et malgré ça, avec tout ce que vous êtes et ce que vous savez, donc il y a un vrai respect pour notre culture, avec tout ce que nous sommes et ce que nous savons, si nous acceptions de dialoguer, nous pourrions résoudre de nombreuses difficultés. Donc ils ont cette capacité à revenir vers nous, malgré 5 siècles de trucs vraiment pas cool, non pas pour dire on a raison ou tort, mais pour dire si on se parlait, ça nous ferait sortir des nouvelles idées sur nos grands enjeux. C'est pas encore tout à fait l'inverse, hein. Donc c'est pour ça que ce mot réconciliation, d'une approche, on va dire peut-être moderne, rationnelle, efficace du monde, et d'une approche plus peut-être sensible, moi je l'appelle plus féminine, plus en lien avec le territoire, si ces deux approches-là se réconciliaient, peut-être que ça nous permettrait de renouveler notre pensée, d'avoir d'autres approches des grands enjeux dont on voit bien que là, si on continue comme ça, on va continuer l'éternité, hein. Et pour moi, les clés dans ce dialogue, c'est celle-là, c'est de l'audace. Est-ce qu'on va avoir cette audace de ce dialogue? C'est toujours une audace, ça peut être vrai dans la famille. Vous vous êtes chamaillé, pour ne pas prendre un autre terme, avec votre épouse, votre époux, votre voisin, un ami, c'est vraiment un connard, quoi. C'est la fin de la crise de colère, c'est un abruti. Puis quand vous regardez bien, dans une relation, on est deux. Puis à un moment, peut-être que ça vaut le coup de prendre son téléphone pour dire, bon, c'est un peu échauffé, là. Je t'invite à prendre une bière, parce que fondamentalement, c'est quoi le problème, quoi? Est-ce qu'on peut poser le problème et le regarder? Vraiment. Il faut de l'audace, il faut du courage, il faut de l'humilité pour aller regarder en quoi je suis aussi responsable de ce qui se passe dans une relation. Donc c'est vrai dans une relation humaine, dans une famille. Évidemment, c'est vrai que ces humains-là, est-ce qu'on va avoir l'audace de se dire, on n'est pas comme ça, sous-développé, là? On est peut-être comme ça. Oh, alors ça, c'est challenge, parce que je vous prends un exemple. On est au laboratoire d'astrophysique de Londres, en 2017, je crois. Non, 2016, on en parle dans ces eaux-là. Et donc, deux Kogi, chamans, je vous donnerai un petit info sur les chamans, sont invités par 3 astrophysiciens dans le labo de Londres. Et les 3 astrophysiciens se sont dit, bon, on a une petite heure à perdre, why not? Speak with us. Et donc, ils arrivent dans le labo, et là, il y avait le directeur du labo et 2 astrophysiciens américains. Et le directeur se dit à juste titre, de quoi on va se parler? Parce que nous, on a des satellites, des lunettes d'observation, des images de synthèse de toutes les couleurs, voilà. Et eux, ils n'ont rien. Donc, c'est quoi sur quoi on peut dialoguer? Quel va être notre objet de dialogue? Et donc, ils ont une idée qui est de dire, on va prendre des photos du satellite Hubble. C'est un satellite qui est en limite d'atmosphère terrestre, un gros appareil photo, pour faire court, qui fait des photos qu'on appelle avec des temps de pause de 12 heures, 10 heures, pour aller capter des étoiles pâles qui ont un très faible rayonnement, très très loin au fond du système solaire, donc on ne voit évidemment pas de la Terre. Il faut ce satellite pour avoir ces images. C'est un peu coquin. Et donc les voilà avec leurs photos, hop, qui mettent ça devant les 2 Indiens, à l'air de dire et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Nos amis Kogi s'approchent de la photo et commencent à rentrer dans une grande conversation dans leur langue. Personne ne comprend rien. Traduction. En fait, ils disent ça, ça et ça, ils désignent les étoiles. C'est des étoiles qu'on ne voit pas de la Terre. Tu peux retraduire. Il est en train de nous dire que les étoiles que nous avons identifiées par le biais d'un satellite, ils les connaissent déjà, alors qu'ils n'ont pas de satellite. Et en fait, question-réponse. C'est filmé, je peux vous renvoyer le lien, ça vous intéresse, c'est assez rigolo. Et les astrophysiciens disent, mais c'est incroyable, parce que la précision des réponses est juste. Et les Kogi allaient même plus loin, ils disaient, nous avons une grille de lecture pour toutes les étoiles qu'on ne voit pas de la Terre, qui va de 1 à 9. Et ils ont même rajouté une couche. Ils ont dit, nous avons une connaissance supérieure sur les étoiles. Ça, c'était trop, ça. Imaginez, astrophysicien, c'est quand même le top de la connaissance chez nous, qui a un petit mec en pyjama, là, qui ressemble à rien, qui lui dit, garçon, j'ai une connaissance supérieure. Inaudible.
Donc en fait, c'est tout le problème de l'épistémologie. Quand quelqu'un amène une information, le premier fou furieux qui dit la Terre, je crois qu'elle est ronde. Ouais, c'est la cata, quoi. Il y en a un fou furieux qui a dit ah, c'était en 1911. Il me semble que sur la Terre, il y a des plaques tectoniques, hein, et elles se déplacent. Ben, reprenez les articles de ces premières. Ah oui, quand on élabore une théorie, c'est pas encore très clair, hein, ça sort, il s'est fait massacrer la tête. La théorie a commencé à être validée en 63, donc 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 50 ans. Et elle a été plus discutée en 2000. Vous voyez le temps qu'on met pour faire émerger. Donc là, un Kogi qui leur dit qu'ils ont une connaissance supérieure, c'est inaudible. Mais c'est peut-être vrai. En tout cas, c'est intéressant de s'autoriser à regarder quel sens ça a. Sur deux choses, il faut bien comprendre ça, deux choses différentes. La première chose, c'est la raison. Est-ce qu'ils ont vrai ou tort? C'est un premier champ. Et le vrai ou le tort va se faire par rapport à notre référentiel, le scientifique. On n'est pas Kogi. On n'a pas leur référentiel. Donc déjà, c'est questionnable, mais admettons. Et puis le deuxième champ qui est passionnant, c'est quel est le chemin logique qui les amène à ça? C'est deux choses différentes. Le résultat et l'association d'idées, qui amène à regarder un problème ou une situation par un autre chemin d'idées. Ça, c'est formidable. Vous avez un problème, notre manière de le regarder bute, et là, il y a des gens qui disent, tu sais, tu peux le regarder comme ça. Ah, c'est pas con, ça. Et je ne parle même pas du résultat. Vous voyez la différence? Donc, en fait, ce genre de dialogue avec eux ou avec un inconnu ouvrirait plein de perspectives, si on avait vraiment envie d'ouvrir des perspectives. Du jeu au nous, oser soigner nos relations et réouvrir des communs. Bah oui, je pense que c'est notre problème majeur. On est chacun dans notre petite boîte, on ne se parle pas beaucoup. Vous voulez qu'on fasse une petite expérience de réouvrir des communs? Oh la vache. Je la refais doucement, le temps que vous ayez le temps d'y réfléchir. Voulez-vous, ce soir, là maintenant, que nous fassions une petite expérience de réouverture des communs? Rapide. Vous pouvez sauter par les fenêtres, au pire. Ça, on y va? Ça prend 3 minutes, 3-4 minutes. Pour voir, parce que là, vous êtes quoi? Des gens. Vous vous connaissez? Non. Eh bien, levez-vous. Oh, j'ai un pouvoir. Levez-vous. Poussez les chaises. Ah, poussez-les en les portant pour ne pas trop rayer le... Mettez-les sur les côtés. Oh, ça change d'ambiance. Nous avions quelques personnes assises sur des chaises qui m'écoutent gentiment, un baratin assez somnolent, pas inintéressant, et je vous voyais tout doucement descendre dans une fin de journée un peu de torpeur. On est d'accord? Non, c'est gentil. Bon, bref. Et là, on arrive tout d'un coup sur du jeu au nous, oser soigner nos relations. On va oser. Circulez un peu dans la salle et choisissez quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. La première fois que vous le voyez. Alors, que des choses très raisonnables. Que des choses très raisonnables. Quand vous avez trouvé quelqu'un, vous faites des binômes. Vous mettez 2 par 2. 2 par 2, parfait. Non, moi je suis trop petit, moi. Est-ce que tout le monde est en binôme? Tout le monde a un binôme avec lui? Vous désignez par facilité, par convention, je ne connais pas tous les prénoms, qui va être A et qui va être B. C'est juste par convention. Moi, je vais m'adresser à A et je vais m'adresser à B. Vous dites, toi, tu es A, toi, tu es B. Voilà, vous choisissez. Je vais poser une question. C'est A qui répond et c'est B qui écoute la réponse. Et je dirai pip quand ça s'arrête. Même si vous êtes au milieu d'une phrase, pouf, vous arrêtez. Les A sont prêts? C'est eux qui répondent. Hein. Qu'est-ce que les A ont envie de dire d'eux-mêmes au B qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous? Je l'ai pas vu. Merci beaucoup. Maintenant, c'est les B qui répondent à la question et c'est les A qui écoutent. Qu'est-ce que les B ont envie de dire à cet inconnu d'eux-mêmes? C'est parti.
Là, vous vous remerciez pour ce petit temps, vous circulez, vous cherchez l'autre personne. Là, vous devriez être de nouveau en binôme avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est bon? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, je pense que le monde a besoin de... On inverse. On s'arrête. On s'arrête. Et on peut refaire un, non pas peut-être des chaises comme ça, mais un truc plus en arc de cercle. Est-ce que vous trouvez que ce groupe est le même qu'il y a 10 minutes? Donc quand il y a une autorisation de faire et une confiance pour faire, on peut créer autre chose. Comme on n'a pas beaucoup de temps ensemble, je vais juste vous illustrer un chemin. Première des clés pour moi, c'est l'audace du chemin, c'est-à-dire lâcher la rive de ce qu'on connaît, qui nous rassure, hein, puisque le monde aujourd'hui appelle ça, qu'on aille vers l'inconnu. Mais c'est toujours dans ces cas-là que l'humain a déclenché sans doute le meilleur de lui-même, la créativité, la rencontre, j'aime bien le terme de fécondation, quelque chose se passe et pouf, ça donne naissance à autre chose. Nous avons besoin de nous mettre en chemin. Donc comme je ne connais pas vos histoires, je peux vous parler que de la mienne, de ce chemin-là, qui commence en montagne, dans une montagne qui s'appelle la Sierra de Sainte-Marthe en Colombie, 5800 mètres d'altitude, j'étais jeune, maigre et guide de montagne, œdème pulmonaire, ça va œdème pulmonaire et donc de l'eau dans les poumons, pas de douleur physique, mais vous êtes un petit paquet par terre. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle les grandes écoles où on vous dit, vous allez faire partie de l'élite de la France. Au bout de 5-6 ans, on finissait par y croire, ce qui est très embêtant à 25 ans. Et là, on ne m'avait pas appris la solidarité de la vulnérabilité. Quand vous n'êtes rien du tout, vous ne pouvez plus vous lever, vous allez mourir, et il y a quelqu'un qui vient et qui s'occupe de vous. Alors que dans l'histoire, ça fait 5 siècles qu'on les embête quand même, il faut être clair. En voilà encore un qui vient faire nos sommets, qui a un accident, et on va encore s'occuper de lui, gentiment, en laissant ce qu'on est en train de faire. Wow. Première leçon pour moi intéressante, la vulnérabilité. Si on ne retrouve pas cette vulnérabilité, si on ne prend pas conscience que le vivant est fragile, ça peut disparaître comme ça, on aura du mal à se remettre en lien sur cette valeur. Donc ça a été un de mes premiers enseignements. Le deuxième, c'est oui, découvrir des gens qui sont radicalement différents. Mais la différence, c'est formidable. La différence, elle peut déclencher deux réactions. Le rejet, la barbarie, l'éloignement, la violence, ou l'amour. L'amour au sens de l'accueil, de ce qui est, en pleine qualité d'être. C'est possible. Et donc, ce n'est pas non plus ça que j'ai appris dans les grandes écoles, à accueillir ce qui était et à faire avec. Donc là, quand tout d'un coup, vous êtes dépendant de gens dont vous ne comprenez pas la langue, vous ne savez pas où vous habitez, vous avez l'impression d'être sur Mars, qui ces gens-là. Et tout d'un coup, ces humains-là s'occupent de vous et vous soignent. Donc, et puis, vous ouvrez une porte sur le monde qui n'a rien à voir avec la vôtre. Waouh! Et l'altérité devient de la magie, peut devenir de la magie. Ce que vous avez vécu, là, quand il y a de la confiance et de l'autorisation, ça peut être magnifique. Ça peut être magnifique. Je ne peux pas trop rentrer dans qui ils sont, mais je vous ai quand même pris, pour parler un peu de ces Kogi que j'ai rencontrés donc, suite à un accident. Quelle est leur mission? Moi, je suis consultant par ailleurs dans des entreprises. Et je me suis demandé quelle est leur... Je ne les ai pas regardés sous un prisme ethnologique ou anthropologique. Je les ai regardés sous un prisme plutôt consultant, on va dire. Et je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'ils se lèvent le matin? C'est quoi leur moteur? Pourquoi ils se lèvent? Voilà. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est dans leur agenda, et on a le même agenda, 24 heures, il y a du temps pour soigner la terre. Il y avait un monsieur que j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps qui me racontait une histoire. Il me dit, ma fille, un jour, je l'emmène à l'école, 10 ans, 9 ans, 10 ans, et me dit, papa, tu gagnes combien? Papa donne, j'imagine, son salaire, je ne sais pas. Et la petite fille réfléchit, dit, papa, c'est-à-dire qu'une heure de toi, ça coûte combien? Oh, papa, il dit, mais ma fille, pour toi, c'est gratuit, c'est quand tu veux. Alors, c'est quand? Et là, force au papa de regarder que ce n'était pas tout de suite. Donc, cette notion de rapport au temps et de temps qu'on affecte, elle n'est pas facile. Donc, voilà des gens qui affectent, on va dire ça comme ça, du temps pour s'occuper de cette terre qui nous porte et nous fait vivre. C'est leur première mission. Ils l'enseignent aux enfants.
Il l'enseigne dans le détail. Pourquoi le lichen pousse comme ça, pourquoi tel arbre pousse ici, pourquoi... Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le renseignement, mais ils y passent beaucoup de temps avec des enseignements par génération, c'est-à-dire ceux qui ont 3-4 ans apprennent de ceux qui ont 5-6 ans, qui apprennent de ceux qui ont 8-9 ans, qui apprennent, voilà, ça s'enseigne par génération, par des trucs enfantins, mais sont des trucs qui ont du sens, c'est-à-dire que les enfants sont fiers d'apprendre ça, parce qu'ils vont apprendre le bois qu'on va chercher pour se réchauffer, le bois qu'on va chercher pour construire, l'eau qu'on va chercher pour boire, l'eau qu'on va chercher pour soigner. Donc ils ont un sens, ils ont un rôle dans le corps social, donc ils ont envie d'apprendre parce qu'ils se sentent utiles. Alors que nous, quand on fait aux enfants en primaire, pas toujours, hein, mais souvent des fichiers de grammaire, rappelez-vous les fichiers de grammaire, c'est chaud quand même. Hein. Et puis, pour vous illustrer ce que ça veut dire soigner la terre, parce qu'on se demande un peu ce que ça veut dire, la photo d'avant, c'est une photo que vous auriez pu prendre avec n'importe quel appareil photo si vous étiez à ma place. La photo d'après, c'est comment eux voient le territoire. Chikwakala, chi, ça veut dire les trames, ça veut dire quelque chose comme les trames. Un exemple de trame, le réseau sanguin, chez vous, dans votre corps, il est invisible. Mais s'il n'y avait pas de réseau sanguin, réseau nerveux, il est invisible, on ne le voit pas. Et si vous brûlez, vous savez qu'il est là. Réseau ventilatoire, à part 2 trous ici et puis les poumons qui bougent, on ne le voit pas. Mais pourtant, s'il n'était pas là, vous seriez mort. Donc, il ne regarde pas le territoire comme une zone amorphe de matière première ou de terrain loisir, il le regarde comme un corps territorial. Ce qui veut dire que les trames ventilatoires, nerveuses, énergétiques, si on s'intéresse à ce qu'on va appeler la médecine chinoise ou sanguine, elles ne sont pas visibles, mais elles permettent au corps humain physique de vivre. Donc pour eux, c'est identique pour le territoire. Des réseaux d'eau souterrains, des champs magnétiques, des vents dominants, plein de choses qui vont donner sa vie au territoire. Ce qui veut dire qu'ils vont soigner ce territoire un peu comme on soigne un corps humain avec des points d'acupuncture. Il y a des endroits très particuliers que les géobiologues commencent à connaître un petit peu, où on peut travailler cette énergie. Mais il n'y a rien de magique, c'est pour ça que je vous prends l'exemple des réseaux sanguins, énergétiques et nerveux. C'est des choses très, très concrètes. Et quand on va sur ces lieux-là, on sent la température, on sent qu'il y a de la chaleur, un peu comme on prend la température d'un corps, c'est assez troublant. Et ils prennent des informations, ils peuvent même en envoyer. C'est assez troublant dans des lieux qu'ils appellent les Ezoamas. Et pour vous le rendre plus visible, c'est pour eux la même chose. Le microcosme, c'est-à-dire le corps humain, fonctionne à l'identique du macrocosme, le territoire. Et donc l'un joue l'effet miroir de l'autre. Ce qui veut dire que dans un territoire, il y a des organes, il y a des fonctions. Et là, on est en train, comme je suis géographe de formation, on est en train d'ouvrir un truc qui m'amuse beaucoup, c'est la géographie organique. C'est-à-dire, y a-t-il des fonctions sur un territoire avec lesquelles nous sommes en interrelation dans nos champs agricoles, mais pas que, et comment tout ça tient en équilibre. C'est la vieille théorie qui commence à émerger depuis les années 80-70 de Gaïa, comme un énorme univers vivant en interrelation. Donc si on avait envie vraiment de creuser dans cette direction-là, je pense qu'il faudrait aller leur demander leur avis. Et la deuxième raison d'être, mission qu'ils se sont donnée, donc ils enseignent à leurs enfants, c'est comment apprendre à vivre en paix ensemble. Comment faire de l'altérité une joie et non pas une barbarie. Et ça, ils l'apprennent aux enfants, donc les émotions, le commun, le partage, le corps, tout ce qu'on peut apprendre à des enfants pour apprendre à vivre en paix. Est-ce que ça vous semble des objectifs archaïques ? Évidemment, ce n'est pas visible, ça ne donne pas des HLM, ça ne donne pas des machines, ça ne donne pas des voitures, mais ça donne une société d'une tranquillité, d'une gentillesse, d'une qualité d'être et d'une qualité de vivre, même dans la sobriété, parce qu'ils n'ont rien. Waouh! Okay. Je ne dis pas que j'ai envie d'être cogni, hein, je suis très content d'être français. Je les prends vraiment comme effet miroir, comme le roi est nu, là, qui nous renvoie qu'est-ce qu'on est, nous, et quel choix on a envie de faire. Et ils ont chez eux des chamans. Alors, le chaman n'est pas le bon terme, mais on va garder celui-là quand même. Miguel, qui est à gauche, que je connais un peu plus, a suivi une formation qui a duré 18 ans dans le noir. C'est-à-dire de la naissance à plus de 18 ans, ils ne voient jamais la lumière du jour, ils travaillent la nuit, ils dorment le jour. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils estiment que le moment le plus important de la formation des enfants, c'est dans le ventre de la maman, c'est pendant les 9 mois de gestation. C'est-à-dire que dans ce moment-là, selon que la maman est stressée, selon son régime alimentaire, aux différentes phases de l'embryogénèse, selon les gestes qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, selon plein de paramètres, l'embryon va se charger d'un ensemble d'informations par le liquide amniotique, par le cordon ombilical, qui vont conditionner son
on va dire, son tempérament. Évidemment, quand il sort, il va être conditionné par plein d'autres choses, mais le fondamental, il se fait là. Et il ne se fait pas par le mental, c'est le corps qui se charge comme une pile de ce que la maman traverse et vit. D'accord ? Donc ils vont jusqu'au bout de leur logique, on peut aimer ou pas, hein, je vous explique. Ils prennent le bébé quand il est né et ils le mettent non plus dans le ventre de la mère maman, mais dans le ventre de la mère terre, dans une grotte ou dans une hutte spéciale, où pendant 2 cycles de 9 ans, il va se charger des informations de la terre. Donc en fait, si on avait un tout petit peu de compréhension de ça, on comprendrait, quand ils disent qu'ils sont les voix de la terre, que c'est peut-être exact. Peut-être exact. Ça vaudrait le coup en tout cas de vérifier. Puisqu'ils ont capté par l'hypnose, par le jeûne, par plein de techniques qui vous rendent hypersensibles, parce que l'information sur la Terre, sur un plan vibratoire, énergétique, à un moment on se promène en France, qui sont venus en France, on passe dans une zone quand les coquillages sont dans la Terre, là, aidez-moi, comment vous dites ? Fossiles, voilà, merci. Plein de fossiles. Et on ne les voit plus, évidemment, quelqu'un qui passe, il y a des arbres, on ne voit pas qu'il y a des fossiles. Et ils s'arrêtent comme ça, et on était à 1 kilomètre de la zone où il y avait ces fossiles, et ils me disent, là, c'est une montagne de la mer, écoute, on l'entend. Waouh, incroyable. Et effectivement, c'est une zone de fossiles. Donc on est devant des phénomènes déroutants, et ces chamans ont une hypersensibilité au lieu. Voilà. Et quand ils sortent au bout de 18 ans à la lumière, ils voient les formes, hein. Ils ont une phrase qui est « Tu as appris à voir à travers le cœur des hommes et à travers les montagnes. Maintenant, tu vas commencer à être chaman. Donc tu as appris à regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qui est visible, pour percevoir d'autres dimensions. » Ça fait 4000 ans qu'ils se transmettent ça. 4000 ans, ça nous remonte à... Revenez à 4000 ans chez nous, on est à la fin du néolithique, mes souvenirs sont à peu près exacts. C'est comme si on avait des gens capables de nous parler de cette époque-là chez nous, donc de réveiller notre mémoire. Moi, ça me bluffe, mais je suis peut-être tout seul. Non ? Bon. Je suis tout seul. Donc ces chamans ont dit... Alors Miguel, il m'avait dit, je lui ai posé la question, il m'a dit, j'ai fait 19 ans, parce que j'ai un peu merdé la dernière année, j'ai redoublé. Et alors, c'est des gens qui ont une humilité incroyable. Vous ne verrez jamais un chaman marqué 3e dan sur son... Le job de chaman est dur, le vrai job de chaman. Je dissocie toujours être chaman et pratiquer des outils ou des pratiques chamaniques. Ça, c'est autre chose. Et ça, on peut peut-être le pratiquer dans notre société, encore qu'il faut se méfier. Mais OK, c'est OK pour moi. Par contre, être chaman, par respect pour eux, je ne vois pas bien comment nous, on peut être chaman. Ça m'échappe un peu. Donc, c'est une humilité incroyable. C'est une capacité de discernement de quel est le vrai problème, y compris dans le monde naturel. Hein. D'où vient la tension dans une relation humaine, c'est incroyable. C'est la capacité à clarifier ses intentions. Pourquoi tu parles ? Tu veux dire vraiment quoi quand tu dis ça ? C'est vraiment aller chercher l'origine d'un comportement ou l'origine d'une parole. C'est passionnant, parce qu'en fait, on parle pour exister, on parle pour occuper l'espace, on parle parce qu'on a peur du silence, on parle pour emmerder l'autre. Enfin, c'est intéressant de se demander quelle est ton intention quand tu dis ça. Quand tu le dis et quand tu le dis comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quand on parle, la parole, c'est quelque chose d'assez terrible, parce que c'est une énergie que vous envoyez à l'autre. Vous pouvez envoyer des choses agréables, comme vous pouvez envoyer des clous qui vont se planter dans l'autre si vous prenez des mots pas agréables. Il y a une phrase des Indiens Navarro qui dit « Choisis bien les mots que tu utilises, car ils créent le monde qui t'entoure. » Donc là, ça nous amène sur notre responsabilité de parole et sur notre clarté d'intention quand on veut rentrer en lien avec l'autre. Si on a le temps, on s'amusera encore à faire un petit exercice sur la clarté des intentions, voir si vous êtes clair. Je rigole. Je rigole. Central, je pense que les tours de Central, pas Central Park, enfin bref, de Manhattan auraient pu s'écrouler à côté d'eux. Ils auraient fait ça. Et c'est intéressant le centrage, parce que quand vous êtes dans des champs émotionnels un peu forts, rester centré, c'est waouh. Et humour, certains connaissent déjà peut-être la blague, mais ils ont été invités au Quai d'Orsay. Vous voyez le Quai d'Orsay à Paris, les ors de la République. Donc ils montent l'escalier, il y avait les huissiers, ils étaient 3, pieds nus. On est reçus dans le hall d'honneur, puis on va dans la salle de réception des délégations. Et puis là, il y a 3 personnes du cabinet du ministre de l'époque qui nous reçoivent. Les Kogi expliquent leur situation. Les gens du cabinet disent « mais c'est un vrai génocide ». Donc je demande, dans le cas d'un génocide, donc, que peut-on faire ? Et ils me disent « faut remplir le CERFA 3362 qui, dans quelques mois, vous donnera peut-être quelques euros ». Bon, nous ressortons, je résume un peu, nous ressortons de la salle et nous nous retrouvons dans la
le Holdener. Et là, merci monsieur, c'était formidable. Merci madame, c'était top. Et un Kogi m'avait demandé c'était comment, et je lui ai fait, c'était moyen, quoi. Et d'un coup, au moment où je dis au revoir à une dame, je vois le Kogi qui s'en va dans un coin du Holdener, un des Kogis, qui prend un magnifique pelochon doré avec des gros pompons, qui le met sur son dos et qui s'en va vers la sortie comme ça. Et ça, c'est très déroutant, ça, parce que la dame est en train de lui dire au revoir, puis vous voyez ses yeux qui suivent le pelochon, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'en va avec le pelochon. Et le garde républicain, à qui on n'avait pas dit dans les consignes, s'il invitait, part avec le mobilier, je l'arrête ou je lui dis au revoir. Il était là, qu'est-ce que je fais? Et l'autre, oh, c'est des moments très étranges, ça. Il s'en va vers la porte, il s'arrête sur le pas de la porte. Je dis, mais s'il passe le pas de la porte, c'est l'incident diplomatique, ce truc. Et je le vois juste sur le pas de la porte, tout son corps fait. J'ai envie de dire, on a tous des, j'imagine, hein, des moments compliqués, et l'époque n'est pas simple. Et ils vivent un truc compliqué, comme tout le monde, hein, voilà. Et cette capacité de recul et d'humour, moi, c'est... je me lasse pas de la raconter. Voilà. Et Quamaldé, j'ai cherché le mot qui se rapprochait le plus, c'est ma déformation professionnelle, de manager, parce que voilà, je viens un peu de ce monde-là. Et Quamaldé, ça veut dire soigner le lien, soigner la relation. En fait, un manager, si on s'amusait à aller jusqu'au bout, c'est celui qui soigne la relation, qui évite les conflits, qui fluidifie quand il y a des tensions ou que les gens ne se comprennent pas. Ce serait son cœur de job. Et si vous rapprochez ça de certaines pratiques qu'on va appeler asiatiques pour faire court, le Qigong, le Tai Chi Chuan et toutes ces choses-là, le Qi, c'est l'énergie vitale. Donc la pratique gestuelle, si elle est bien faite, vise à refaire circuler l'énergie vitale dans le corps. Donc imaginez que le chaman, c'est celui qui veut faire recirculer l'énergie vitale d'un corps social, puisque le ma que je vous ai mis en jaune dans leur langue, c'est cette énergie vitale qui fait qu'un jour on se sent comme ça, puis un jour on se sent comme ça, quoi. Donc le chaman, c'est celui qui refait circuler les énergies d'un corps social, d'un territoire, et qui essaie de lever les obstacles, les lieux où ça se bloque. Et on sait que quand ça se bloque, dans une relation, c'est pas bon, parce qu'on y pense, ça nous occupe la tête, c'est un peu pénible, quoi. Ça va, vous tenez le choc? Ça va, vous tenez le choc? On peut le faire mieux. Ça va, vous tenez le choc? Non, parce que je suis en train de vous parler de la qualité des relations, alors bon... voilà. Et donc, quand j'étais chez eux soigné, je me rappelle quand j'ai repris un peu de force, on va dire, je suis sorti de la hutte et j'ai vu devant la hutte plein de petites tomates cerises, les petites tomates qu'on mange à l'apéro. Et elles rampaient par terre, donc elles touchaient le sol, donc elles étaient toutes en train de pourrir. Et je vous rappelle que je suis l'élite de la France. Je me suis dit, oh bah là, ils ne savent pas cultiver les tomates. Me voilà parti dans la forêt chercher des tuteurs et redresser les 30 plants de tomates qui étaient devant la hutte, toc, 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 et faire un beau jardin à la française. Les Kogis, qui sont des agriculteurs, reviennent de leur champ, me regardent fignoler mes petits machins. Il y en a un qui me dit, tu fais quoi? Et là, j'essaie de trouver des mots pas trop vexants pour leur dire que je leur amène ma science pour sauver leur récolte. Et là, ils me disent, non mais si on a mis ces tomates-là, c'est parce qu'elles émettent un tanin très fort qui évite que les insectes rentrent dans la hutte. Donc si ça t'embêtait de tout remettre comme c'était avant, ça nous arrangerait. Deuxième leçon intéressante. Comment vous la résumeriez, cette leçon que j'ai prise ce jour-là? C'est quoi la leçon qu'on prend dans ce cas-là? C'est notre problème majeur aujourd'hui. Oui, avant l'humilité, il y a autre chose. Ah non, là, chacun son avis, mais il y a quelque chose d'autre derrière ça. S'intéresser à l'autre. Ah oui. Pourquoi vous avez mis les tomates là? C'est-à-dire, arrêtez de regarder le monde à travers mon référentiel, mais regardez le monde à travers son référentiel. Ah ouais, mais je vous fais pas un dessin, c'est chaud, hein? Si, vous voulez un dessin? Donc là, j'ai appris ce genre de détail, que l'autre ne fonctionne pas comme moi, et que la meilleure manière de le savoir, c'est de lui poser la question. Mais où est-ce qu'on apprend ça à l'école? Au service, elle m'avait bluffé, cette petite fille. On était partis dans les zones d'altitude. On avait emmené 2-3 mangues. Les mangues, c'est du caramel là-bas, c'est extraordinaire. Et je me revois autour d'un feu dire il n'y a plus de mangues. Puis voilà, on est reparti en altitude cultiver des patates. Et puis vers 2-3 heures de l'après-midi, je vois cette petite puce, Katia, qui arrive avec un gros sac plein de mangues. C'est-à-dire qu'elle m'avait entendu parler des mangues, elle est partie, elle a fait 5 heures de marche. Elle a chargé son sac, elle est remontée.
et elle m'a offert les mangues. Et là, cette qualité d'être au service de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne reverra pas tout de suite, waouh, enfin, bref, voilà, je vous laisse. Ils sont, ça c'est intéressant de regarder. Il y a une petite phrase d'une politologue qui a travaillé beaucoup sur les dictatures, notamment la dernière guerre mondiale, la troisième guerre, qui disait, Hannah Arendt, qui disait les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Oui, le vent s'est levé pour moi quand j'étais malade, j'étais bien content de trouver la solidarité. Exact. Est-ce qu'on va attendre que le vent se lève? Ça, c'est la question clé aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Hein. Effectivement, quand on est dans un territoire comme ça, on n'a pas le choix de coopérer. Je vous disais tout à l'heure, si on partait tous ensemble dans la forêt, il faudrait bien que même si on ne s'aime pas, qu'on trouve des trucs pour que ce ne soit pas trop insupportable de vivre dans la forêt. Celui qui connaît les abeilles, celui qui connaît comment on chasse un tapir, celui qui sait comment on fait du feu quand il y a 80% d'humidité, on va trouver des talents et on va être content de les avoir. Et tout d'un coup, le monsieur qu'on trouvait insupportable, on va le trouver fort sympathique, ce garçon. Parce qu'il y a cette urgence. Et ça me touche d'autant plus de le dire ici que ça, en fait, il y a 4 manières de faire vivre les valeurs. La première, c'est eux. C'est-à-dire, dans un territoire compliqué, il faut bien qu'on soit solidaire, tout le monde ne s'en sort pas. La deuxième, c'est terrible, mais c'est la violence. Il y a des témoignages de soldats face à la mort qui, du coup, ont des liens de fraternité extrêmement puissants parce que le risque, c'est de mourir. Donc ça densifie la camaraderie militaire. C'est un peu terrible, mais c'est ça. Vous avez une troisième manière de faire vivre les valeurs qui existait pas très loin d'ici et qui a donné naissance à un système dont vous bénéficiez toujours. C'est quoi? Et pour moi, c'est la clé de notre avenir. Oh, pas de bras, pas de chocolat, pas de réponse, sortez pas de la salle. Qu'est-ce qui a été inventé par nos arrière-grands-pères dans cette région-là, en partie, dont vous bénéficiez toujours, et qui est le plus magnifique exemple d'humanité pour moi? Juste à côté, c'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Les mutuelles. Les mutuelles. Les mutuelles, c'était quoi? C'était des mineurs au fond des galeries de mines qui savaient ni lire ni écrire, qui venaient de zones rurales, qu'on mettait dans des conditions de travail quand même pas très faciles. Et quand il y avait un camarade qui mourait sous un coup de grisou ou un éboulement, ils n'avaient même pas de quoi mettre un drap pour le corps. Donc ils ont mutualisé 1 sou, 2 sous, 3 sous pour un enterrement un peu digne. C'est ça le début des mutuelles. Et puis après, c'est en fait comment mutualiser le risque. Nous mettons, écoutez bien, parce que ça, pour moi c'est la clé de notre futur, ça, nous mettons de l'argent dans une caisse commune sans savoir quand est-ce qu'on va s'en servir, mais en sachant que ça va aider quelqu'un quand il est confronté au risque. Imaginez qu'on ait le culot de mettre de l'argent dans une caisse commune, nous là, pour financer les projets dont on sait qu'il faut qu'ils adviennent. C'est mutualiser le futur. Et si on ne fait pas ça, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Ce n'est pas l'État qui va le faire, ce n'est pas les fondations non plus, elles ne sont pas câblées comme ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et puis bref, pour les remercier de m'avoir ramassé dans la montagne, faire avec, je n'ai pas essayé de leur apporter un projet pour les remercier. Je leur ai dit, vous avez besoin de quoi? Alors c'était la question que j'aurais pas dû leur poser. Ils m'ont dit, bah voilà, depuis l'arrivée de Christophe Colomb, alors lui, dans cette région, c'est pas Christophe Colomb, mais peu importe, on s'est fait piquer nos terres. Voilà, ça n'a pas arrêté, donc on leur a piqué 80% de leurs terres. C'est pour ça qu'ils vivent en altitude, dans les zones froides. Et ils m'ont dit, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, il y a quand même guérilla, paramilitaires, narcotrafiquants, pilleurs de thon, enfin j'en passe. Aide-nous à récupérer nos terres ancestrales, celles qu'on s'est fait piquer depuis l'arrivée des conquistadors. Et moi je dis, bah ouais, d'accord, ouais, cool. Pas de problème, je gère. Ça a été chaud quand même, mais aujourd'hui on en est à 2000, un peu plus, 2800 hectares de terres rachetées par petits morceaux. Hein. C'est 1 hectare, 3 hectares, 4 hectares, 10 hectares. C'est vraiment du travail de... Il faut à peu près une vingtaine d'heures pour passer du début, de là où on a racheté, jusqu'à la fin. Donc ça, c'est génial. Les arbres poussent. Il y a beaucoup de régénération forestière. Puisqu'ils ont besoin de la forêt pour survivre, ils ont besoin de régénérer la forêt. Ils sont super plus efficaces que tous les ingénieurs forestiers que j'ai vus là-bas. Ce qui veut dire que pas que les ingénieurs forestiers ne sont pas bons, ça veut juste dire qu'ils ont une manière de faire qui pourrait intéresser nos ingénieurs forestiers. L'eau revient, les sources reviennent, les arbres poussent, voilà. Les oiseaux reviennent. Et surtout, un truc qui est venu, que j'ai adoré, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance, parce que dans d'autres mondes, c'est pas courant, hein, et avec qui a l'air d'avoir vaguement compris que si on ne récupère pas nos territoires, on ne remet pas des arbres, de la forêt, des animaux, on ne va pas s'en sortir, quoi. Donc ça fait maintenant 35 ans qu'on rame pour essayer d'acheter des petits morceaux de
terre. Et donc, je parle de la confiance, que c'est faire avec. Et ça, il n'y a rien de plus joyeux que de faire ensemble quelque chose, quoi. Qu'on soit Kogi ou pas Kogi, c'est cet ensemble-là qui nous, en tout cas moi, qui me porte. Ne pas se décourager, parce que j'ai eu un frère de cœur qui m'a beaucoup aidé là-dedans, qui s'appelait Rentil Cruz. C'était un joueur, parce que quand vous allez dans ce genre de terrain, bah oui, il y a des risques. Et il se fait séquestrer par la mafia en 2005 et assassiné peu de temps après. On n'a jamais trouvé son corps, il est là sur la droite. Donc c'est vrai que quand vous êtes confronté à la mort, vous dites, bon, on va peut-être arrêter de jouer. Je vois pas bien ce que je peux faire avec la mafia colombienne. Pourtant, quand même, pour vous j'ai pas su tout de suite qu'il s'était fait tuer. Il s'est fait séquestrer en novembre 2005 et assassiné en février 2006. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je vais essayer de le sauver, mais qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien du tout. Bon, j'y suis parti quand même. Et je me revois une dame à Bogota qui me dit, tu veux vraiment rencontrer la mafia colombienne? Et je m'entends dire, oui. Et vous rencontrez ces gens-là qui sont des gens, les patrons, hein, hyper cultivés, efficaces, mais toute cette culture et cette efficacité mise au service. Voilà, c'est très troublant, parce que c'était un monsieur qui parlait français couramment, très, très correct, mais qui a commencé à négocier avec moi des trucs qui m'ont dépassé complètement. Et je m'en suis sorti parce qu'il jouait du piano, il jouait un morceau de Piaf au piano. Et moi, je joue de la guitare et on a joué ensemble un morceau de Piaf, donc ça a un peu dérivé du sujet sur lequel je m'étais embourbé. Voilà, c'est des mondes qu'on n'imagine pas, mais qui sont assez impressionnants, quoi. Donc ne pas se décourager, on s'est dit non quand même, on va continuer, c'est pas la mafia qui nous a emmerdés. Être cohérent, on est dans un monde où il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films, il y a plein de gens qui parlent, mais il faudrait peut-être mieux moins parler, mais faire. Donc parler à la hauteur de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est un avis personnel, marcher ses mots. C'est ce qui a rassuré les Kogi. Ils voyaient, ok, acheter des terres, mais ok. Et nourrir la confiance, pour moi, c'est le plus beau. C'est quand on peut se rejoindre dans notre humanité, alors tout est possible. Qu'on soit Kogi, pas Kogi, blanc, noir, vert, peu importe. S'il y a de la confiance, c'est la mère des valeurs. Alors là, on peut soulever les montagnes. Donc on a soulevé les montagnes. Par exemple, deux, trois petits exemples, puis j'arrêterai. À un moment, ils me disent, est-ce que tu veux qu'on vienne t'aider en France pour trouver des sous pour acheter les terres? Je dis, ouais, c'est une bonne idée, ça. Mais pour venir en France, il faut des passeports. Ah. Et avant un passeport, il faut une carte d'identité. OK. Donc me voilà parti dans les méandres de l'état civil colombien, devant un guichet. Date de naissance. Oh bah, je sais pas, personne n'a l'air de savoir. Adresse. Oh bah, enfin, bref, pas de carte d'identité possible. Je remonte dans le village, je leur dis ça va être compliqué, pas de carte. Et pas de carte, pas de passeport. Et là, un Kogi me dit quel est ton problème? Je dis c'est pas mon problème, si tu veux voyager, il nous faut ces papiers là, un passeport. Mais quoi il faut? Alors je lui dis la carte d'identité, puis j'en avais une, je lui montre à quoi ça ressemble. Il rentre dans sa hutte et il ressort avec une petite boîte en plastique, un Tupperware comme ça. Il ouvre la boîte, il y a 30 cartes d'identité dedans. Je les regarde, elles sont toutes en validité, enfin elles sont toutes avec des dates de validité, elles sont toutes correctes, quoi. Je lui dis t'as trouvé ça où toi? Et il me dit qu'il y a un gouverneur qui soutenait un candidat aux élections présidentielles, donc le gouverneur local, qui a fait descendre les Kogi, et comme ils ne savent pas écrire, il a demandé qu'ils mettent les pouces sur le candidat. Mais pour qu'ils aient un truc en échange, il fallait qu'ils aient une carte d'identité pour officialiser le vote. Donc ils avaient produit des cartes d'identité comme ça, mais après ils les repiquaient aux Indiens. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont piqué 30 cartes, en se disant que ça leur serait utile. Et ils ont mis dans la boîte Tupperware, et après, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais on a cherché quelle était la tête de la photo qui se rapprochait la plus de la tête du voyageur. Et voilà, et ça marche toujours depuis 20 ans, je crois, ce truc. Donc, de toute façon, la créativité est le seul moyen de se sortir des tensions, quelles qu'elles soient. Dans une famille, dans une situation comme ça, il faut arriver à trouver quelque chose qui va nous sortir de la tension par une autre voie, qui est souvent une voie créative. C'est comme ça qu'on guérit souvent des situations complexes. Là, c'était une petite anecdote. Et puis, évidemment, à un moment, on est à Paris avec eux, puisqu'ils sont venus, et ils me disent, en arrivant à Paris, ils me disent, est-ce qu'on peut voir des sages chez toi? Alors voici, je me vois, ah ouais, des sages. En fait, ce que je me disais, ils doivent exister, mais ils sont où, quoi? Parce que bref, on a été voir des scientifiques, des philosophes, des congrégations religieuses. Il y a des sages dans tous les mondes, il y a des gens assez posés, assez ouverts, assez bons. Bref. Et donc on est parti à Lyon en train, et puis après on a pris l'autoroute Lyon-Chambéry.
pas certains skieurs connaissent, et il y a des tunnels sur cette route. Et les Kogi sont assis derrière moi dans la voiture, et on roule, et tout d'un coup on arrive devant le tunnel. Un trou dans la terre, et je sens physiquement que ça va pas du tout. Et vouf, on rentre dans le tunnel. On sort, et là il y a une petite voix qui me dit, mais pourquoi vous faites des trous dans la terre comme ça? La mer Terre, rappelez-vous toutes les trames, et tout ça, pour eux c'est un choc, quoi. Et la réponse qui me vient, c'est pour aller plus vite, pour gagner du temps, ça évite de faire le tour. Il y a un long silence et il me dit, et vous voulez aller jusqu'où plus vite? C'est la question à laquelle il faut qu'on réponde d'urgence. Le sens. Ils ne prétendent pas avoir la réponse, ils ne prétendent pas nous imposer leur vision des choses. Ils disent juste, mais s'il n'y a pas de sens, on dit souvent le sens guérit, parce que le sens permet à une altérité de converger. Si on est tous d'accord sur le sens, chacun dans son talent, dans son altérité, comme un orchestre, peut converger vers quelque chose. Donc là, il nous renvoyait, et donc, jusqu'où vous voulez plus vite. Question du sens. Je termine en disant 3 petites choses. Pour moi, l'urgence, si on veut vraiment pas aller contre le mur qu'évoque le GIEC, c'est d'ouvrir un dialogue. Il faut de l'audace, ouais. Faut du temps, il faut des moyens, il faut qu'on se parle. Si vous saviez, j'ai fait une intervention dans une école il n'y a pas longtemps là-dessus, la joie que ça a donné aux gamins, aux enfants, incroyable, de se dire on peut inventer autre chose. Essayez d'imaginer, ce n'est pas des adultes qui seraient des mauvaises nouvelles, comme c'est le cas un peu aujourd'hui. C'est des adultes qui disent aux plus jeunes, on peut trouver et faire autre chose avec vous. Il n'y a pas ça. Vous connaissez les chiffres, hein. 65% de désespérance chez les jeunes, avec une graduation différente selon la nature de la désespérance, mais c'est globalement ça. Parce que c'est quoi qu'on leur dit, là? On leur dit quoi? Rien. Pas grand-chose. Donc ouvrir un dialogue, faire émerger une nouvelle pensée, des nouveaux outils, avoir l'audace de ce dialogue. Imaginez si on avait cette audace-là, le message. On dit, ok, on vous a compris, quoi. Il y a un écrivain, Jean-Marie Gustave Leclésio, un de nos prix Nobel de littérature, qui a écrit un livre qui s'appelait Le rêve mexicain. Et il explique dans ce livre aussi quand les conquistadors, c'est un roman, ont rencontré les Indiens d'Amérique centrale, ils ne s'étaient pas entretués, mais s'ils avaient discuté. Sans doute la modernité n'aurait-elle pas pris le chemin qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc il dit, il n'est peut-être pas trop tard pour engager un dialogue avec ces sociétés qui sont encore cachées dans les replis des montagnes, pour venir réveiller, réinspirer nos sociétés et nos pensées un peu prises dans un piège qu'on connaît, que je ne vais pas nommer. Donc est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va avoir l'audace de le faire? J'en sais rien. Moi j'ai commencé un petit peu avec nos petits moyens. On a invité 3 Kogi dans la Drôme, donc là où j'habite, dans le sud de la France. Et on leur a dit, promenez-vous dans la Drôme et faites-nous un diagnostic de santé territoriale de ce territoire que vous ne connaissez pas. L'enjeu, c'était de savoir s'ils avaient des choses à nous dire sur un territoire qu'on connaît, et si leur pensée était universalisable. C'est-à-dire, est-ce que ça marche que chez eux ou est-ce que ça marche chez nous? Donc alors c'est marrant, les 3 chamans sont partis dans la montagne, dans la Drôme, et les 25 scientifiques qu'on avait invités sont partis dans les archives du département. Chacun est parti de son côté. C'était assez rigolo. Et puis on s'est retrouvés. On a osé le dialogue, où on s'écoute, où on est surpris par l'autre. Oui, l'autre ne pense pas comme moi, mais c'est ça qui est génial, ça fait pétiller la joie de la découverte. Et on a découvert des trucs, j'en suis resté sur le derrière. Je ne vais pas tout prendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais prendre un exemple. Le bon sens. Ils ont vu des choses sur nos territoires que nous ne voyons plus, mais de pur bon sens. Exemple, on arrive devant une source, donc une zone humide dans le sol, avec toutes les plantes qui vont avec, et on voit que ça suinte, l'eau suinte, et on voit qu'il y a 2 cuves de béton, avec des couvercles en fonte, pour garder l'eau qui sort dans des cuves, et puis d'en haut des cuves, on voit 2 tuyaux qui partent sous terre pour alimenter les 2-3 villages qui sont en bas. Vous avez l'image à peu près des cuves qui font cette taille-là. Et tout autour, il y a des barbelés et des grillages. Vous voyez l'image à peu près? Ouais. Et les Kogi s'arrêtent là devant ce truc, atterrés. À votre avis, pourquoi? Donc les cuves en béton, les zones humides et barbelés et grillages tout autour. Qu'est-ce qui les intrigue? Même pas ça. Pardon? Non, même pas ça. C'est horriblement pragmatique. mais on ne le voit plus. Pas de réponse, sortez pas de la salle, je vous rappelle. Pas d'idée? Animaux? C'est vous qui parlez?
Et donc, qu'est-ce que vous dites avec les animaux? Qui a décidé de prendre 100% de la ressource en eau pour les humains? Les chevreuils, les sangliers, ben, tous les animaux peuvent donc plus boire. S'ils peuvent plus boire, soit ils s'en vont, soit ils meurent de soif. Comme ils n'ont pas envie de mourir de soif, ils vont s'en aller. Comme souvent les animaux contribuent de la biodiversité en mangeant ici, en allant faire leurs besoins là-bas, enfin bref, ils font vivre la forêt, votre forêt va s'affaisser, elle va s'affaiblir. Si le système racinaire se ratatine, votre source, dans 30 ans, il n'y a plus d'eau. Vous êtes cons, quoi. Il s'agissait juste de laisser un peu d'eau, peut-être en faisant une petite dérivation avec un bassin, pour que tous les vivants du territoire puissent boire. Voilà. C'est basique, hein. Je ne vais pas vous les faire tous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça bouleverse nos manières de comprendre un territoire, que les scientifiques sont restés bluffés sur le côté très concret de ce qu'ils ont apporté. Ils ont confirmé beaucoup de choses. Et notamment, moi, une chose qui m'intéresse, c'est que tout ce qu'ils nous ont partagé sur ce territoire, c'est gratuit. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de bourse d'études, ils n'ont pas un partenaire, un sponsor. Ils expriment leur vision en toute gratuité. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein. Ça veut juste dire que ça mérite d'être peut-être entendu. Voilà. Il y a un magnifique ouvrage que je vous montrerai, superbe, pas cher, qui a été écrit sur l'expérience. Le 2, pour moi, c'est vite répondre aux jeunes avec des parcours de formation ou d'accompagnement qui répondent aux vrais enjeux, qu'on arrête de leur dire qu'il faut qu'ils continuent à se former là, alors que le monde va par là, quoi. On va les rendre dingues si on continue à ne pas leur offrir d'autres perspectives. Les jeunes et les moins jeunes, hein, c'est une urgence absolue. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a créé une école dans la Drôme où les 32 enfants vont faire classe avec la nature. C'est même pas dans la nature, c'est avec la nature. Et puis ça, on a appelé ça éco, c'est quelque chose qu'on essaie de lancer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que les adultes et les humains que nous sommes vont avoir l'audace de mutualiser leur futur? Pour moi, c'est la seule question, il n'y en a pas d'autre. Si nous attendons la réponse d'un papa hypothétique, d'une structure YZ qui va répondre à notre place alors qu'elle n'est pas câblée pour ça, il y a une phrase d'un de nos chamans qui disait « Ce n'est pas avec les modes de pensée qui ont créé le problème qu'on résoudra le problème. Donc n'attendons pas de ce qui se passe, qui crée le problème, que ça trouve la solution. » Par contre, je ne vois pas comment notre intelligence et les cœurs qu'on peut mettre en avant ne pourraient pas se mobiliser pour trouver une réponse. Et il ne suffit de pas grand monde, hein, parce que le corps social, pour moi, il est en vibration d'attente de quelque chose. Donc le quelque chose va être quoi? Il va nous emmener où? Les Grecs appellent ça le kairos, le temps juste, ce moment où, vers quoi ça va basculer. On est quel jour aujourd'hui? Le 28 mars 2023. On se rappellera de ce moment avec la petite musique. Vers quoi ça va basculer? Ça pourrait dépendre de nous, je ne sais pas. Je termine par deux petites choses. Les Indiens qui m'avaient sauvé la vie de 1985, je ne les avais jamais revus, parce que j'étais dans le potage quand ils m'ont sorti de la montagne. Puis je n'ai pas pensé à leur demander leur nom. Puis 10 ans ont passé, je ne suis pas revenu en Colombie pendant 10 ans. Et puis après, j'ai plus su où les retrouver. Et par les méandres, il paraît que le hasard, c'est Dieu qui ne veut pas se dénoncer. On va dire par les hasards du bon Dieu, je ne sais pas, bref. J'ai retrouvé un contact, je suis remonté dans la montagne, à 5000 mètres. Je suis arrivé dans une hutte. Et il y a un monsieur qui m'a dit « Ah, t'es revenu? C'est bien. » Je lui dis « C'est lui ou c'est pas lui? On a quand même un peu changé. » Et il a trouvé cette photo, une photo que j'avais faite 30 ans plus tôt, que j'avais développée en ville. À l'époque, c'était du papier. Et j'avais donné à un chauffeur de camion en lui disant « Remonte, si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà. » Sans trop savoir si la photo arriverait. Elle était arrivée. Il m'a montré la photo. Donc on s'est retrouvés 35 ans plus tard, avec des tronches bien différentes. Mais surtout, on a pu dire merci. Et moi, j'ai pu dire merci. Et j'ai pu lui poser la question « Pourquoi tu habites là ?» Que je n'ai pas pu poser la première fois. Il m'a dit « Parce que je garde l'âme du monde. » Waouh! Ah ouais, quand même. Et ça, c'est une femme, Mathilda. On a fait un film pour Arte. Je vous enverrai le lien quand il sera diffusé. Et donc, quand on fait un film pour Arte, un film en général, il y a des drones, des caméras, des machins, c'est un peu envahissant. Donc j'ai été voir cette dame qui est arrière-grand-mère. C'était très touchant de voir toutes les générations de femmes jusqu'au dernier petit bébé qui venait d'arriver.
Et je lui demande, on vous envahit pas trop avec le bruit et tout ça, c'est pas trop. Et voilà sa réponse. Quand des personnes, des êtres vivants dialoguent et se rencontrent avec respect et humilité, cela me remplit de joie. J'avais envie de rester sur la joie et sur la qualité d'être ensemble. Merci de votre écoute. La première question, il n'y a pas la séparation que nous faisons, nous, hommes, animal, plantes. Les familles, je vais prendre ce terme-là, sont plus énergétiques. Par exemple, il y a une plante qui va aller avec un animal, qui va aller avec un humain. En fait, c'est l'écosystème, c'est ça qui définit un clan. Donc effectivement, quand le chaman travaille, il travaille sur la guérison du clan dans toutes ses composantes, plantes, animales et humains. Et ça donne des trucs assez étonnants. On est au Muséum d'histoire naturelle à Toulouse et on visite une galerie d'animaux empaillés. Alors déjà, Kogi est un peu dérouté de voir tous ces animaux dans la vitrine. Et tout d'un coup, il me dit « Il y a mon oncle !» Je dis « Comment ça, il y a ton oncle ?» Et il tombe sur un petit tigre avec lequel il a grandi, mais comme il n'y a pas cette séparation de forme homme-animal, je pense que dans sa vision des choses, c'est sa famille et c'est son oncle. Et il connaît tout de cet animal, c'est incroyable. Et donc je me rappelle avoir dit au monsieur qui nous accompagnait, c'est intéressant, le Kogi, il a vu son oncle dans la vitrine. J'explique ce que je suis en train de vous partager. Et le scientifique me dit, impossible, cet animal a été trouvé au nord du Mexique, pas en Colombie, donc votre ami se trompe. Alors je reviens le voir, je dis, t'es sûr que c'est ton oncle? Et oui, il y a une intimité de travail avec eux, on va dire ça comme ça. Donc il est convaincu, oui. Et donc je vois le monsieur, le scientifique, qui tape sur Internet, il me dit, mais non, regarde, sur Internet, c'est bien marqué que c'est pas possible. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'il aurait eu un peu d'humilité, je pense qu'il aurait eu toutes les explications sur cet animal et pourquoi sans doute c'était exact. Et il aurait fait une grande découverte. Mais ça reflète juste le petit préjugé, malgré tout, qu'on peut avoir sur ces gens-là. Ben non, il ne peut pas savoir un truc qu'il n'y a pas dans Internet. Donc pour répondre à la question, c'est une approche complètement globale par masse d'énergie, parce qu'en fait ça va plus loin. C'est la constellation qui dirige le chevreuil, enfin c'est les astres qui dirigent à quel moment se réveille le chevreuil, qu'est-ce qu'il mange, pourquoi, quelle relation il a avec les humains, avec les plantes. Voilà, ça va marcher sur le clan du chevreuil avec telle constellation, sur le clan de tel oiseau. Voilà, ça marche par clan, donc c'est une approche homme-animal. Et sur la deuxième question, on peut dire pour faire vite qu'ils parlent avec toutes les... Enfin, ils parlent. Ils sont capables d'interpréter un langage avec toutes les autres formes de vie, y compris les pierres. Oui. C'est déroutant, mais oui. Alors, pas un langage avec un alphabet, mais quelque chose de l'ordre d'une signification, bien sûr. J'ai un ami qui avait un cancer généralisé, 13 points de métastase, qui m'a dit, bah, t'es Kogi, là, il ferait quoi? Donc je l'ai emmené. Et entre autres, hein, ils ont longtemps fait reprendre son prénom. Il s'appelait Thierry et son nom de famille Geffray. Donc ils ont fait Thierry Geffray, comme s'ils cherchaient une vibration. En fait, ils sont partis, ils ont disparu 3 jours, et ils ont dit qu'ils ont trouvé la plante qui résonne à la problématique de santé de Thierry Geffray. Résultat, plus aucun point de métastase sur les scintigraphies de ce garçon qui en avait pour 2 ans, ça fait 13 ans, il va bien. Ça répond? C'est déroutant. Bah, quand on ne connaît pas du tout, j'imagine que ce n'est pas votre cas. C'est quel est le lieu adapté à cet homme-là, à ce vivant-là, géologique. Voilà. Il y a un lieu pour chaque personne, il y a même un lieu pour chaque, on va appeler ça maladie. Vu ce qui se passe pour toi, c'est là qu'on va travailler avec toi. Là, on emmène 6 scientifiques, sans doute pour une première fois, non pas comme ça, étudier les Kogi, mais rencontrer les Kogi. Et je crois que c'est une des premières fois que ça va se faire comme ça, et des scientifiques assez pointus dans leur domaine, parce qu'on peut imaginer quand on explore de nouveaux champs, on peut être très vite qualifié d'hurluberlu, pour rester poli. Donc on a pris des scientifiques avec toute leur rigueur. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir une pensée rigoureuse, c'est très très bien, mais pour qu'ils vivent une expérience de rencontre. Et c'est très étonnant parce que les Kogi semblent avoir compris ça, donc ils mettent beaucoup d'importance pour que l'accueil et ce qu'ils vont partager, et c'est la première fois que ça s'est fait comme ça, qu'on partage réellement
avec une femme qui est hydrologue, avec un mathématicien, un astrophysicien, des naturalistes, des forestiers, qui a un vrai dialogue, quoi. Donc ça va se passer en Colombie au mois d'avril. Et après, au mois de septembre-octobre, des Kogi vont venir en France. Alors le mot diagnostic n'est pas très bon, mais pour diagnostiquer 6 ou 7 points sur le Rhône, notamment une source qui est considérée comme sacrée depuis très longtemps, sans qu'on comprenne vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils vont percevoir dans cette source qui était notre mémoire? Il ne s'agit pas qu'on devienne Kogi, il s'agit qu'ils nous réveillent la mémoire qu'on a eue sur nos territoires. Ils vont venir regarder un site archéologique avec des dolmens en Corse. Et là, les gens qui ont travaillé, les archéologues nous disent on a travaillé 20 ans dessus, on a mesuré, on a décrit, on a dessiné le site, mais on ne sait pas fondamentalement à quoi il sert. Et comme en termes historiques, c'est contemporain de ces gens qui ont dû faire ces sites en Corse, et s'il y a une dimension universelle, ce que je pense, on verra bien, les Kogi doivent pouvoir expliquer à ces archéologues à quoi sert ce site. C'est comme s'ils acceptaient de venir réveiller notre mémoire, je vais oser un terme, fraternellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'enjeu financier, d'ego. C'est réveillons notre mémoire, parce qu'ils pensent qu'un peuple sans mémoire est un peuple mort. Donc il faut absolument qu'on réveille cette mémoire. On va voir ce que ça va donner, hein, où ça va nous emmener. On est en train de faire un truc où il y aurait peut-être 5 Kogi, 5, je mets des guillemets, jeunes de banlieue, 5 Colombiens, et 5 Kogi, 5 Colombiens, 5 jeunes de banlieue et 5, je mets grandes écoles entre guillemets, qui partiraient sur le même parcours pour s'ouvrir à ces nouvelles manières de comprendre la vie et de faire face aux enjeux. Bah, ça sera une micro-promotion, si on arrive à la mettre en place, on peut l'appeler comme ça, mais je me dis ça va être génial, parce qu'un jeune de banlieue, il a des talents formidables, qui sont peut-être pas celui de la grande école, mais c'est pas grave, et le Kogi, il a encore d'autres talents incroyables, et le Colombien de Bogota, pour apprendre à se débrouiller à Bogota, il faut aussi avoir des talents. Et c'est comment ces talents-là vont nourrir le parcours. Voilà, on va essayer de faire ça. Bon, des peuples comme ça, en Colombie, il y a 80, je mets des guillemets, ethnies différentes. Ça pose un problème très bête. Quand la Colombie se dote d'une nouvelle constitution en 91, vous imaginez bien que pour une société comme ça, constitution, ça ne veut rien dire. Il faudrait pouvoir traduire dans 90 langues indigènes qu'est-ce que veut dire ce texte. Vous allez en Équateur, les Quechua, voilà, vous allez les Guarani, vous allez partout, au Mali, les Dogons, toutes ces sociétés qui gardent un lien fort avec la nature. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous creusez un peu derrière les langues, derrière les spécificités culturelles, il y a un monsieur qui s'appelait René Guénon qui a fait ce travail en 1924. Il parle d'un continuum traditionnel, c'est-à-dire qu'elles parlent toutes de la même chose, en fait. La Mongolie aussi. Alors après, il y a des types d'expressions différentes selon les géographies, selon les saisons, selon plein de principes, mais le fondamental est le même. Et quand on creuse vraiment dans le kogisme, je dis ça en rigolant, on retrouve le taoïsme, on retrouve toutes les traditions, c'est pareil. Mais c'est exprimé dans des cultures différentes et ça a voyagé dans une histoire singulière à chaque fois. En fait, on trouve les mêmes fondamentaux. Les Kogi étaient sans doute, question sur combien sont-ils, ils étaient sans doute 1,5 million, 2 millions, on n'a pas de chiffre précis, à l'arrivée des conquistadors. Et pour la petite histoire, c'était des pêcheurs. Donc ils ont été chassés par les conquistadors, résilience totale, ils arrêtent de pêcher. Ils se retrouvent à 1500 mètres d'altitude où ils deviennent bâtisseurs, un autre métier, un autre monde pour vivre dans la forêt tropicale. Puis à 1500 mètres, ils ont enterré leurs morts, il y a des objets en or, on vient piller tout ça, donc ils sont obligés d'abandonner leur cité et de se replier comme agriculteurs de montagne. Donc ils ont fait 2 temps de résilience incroyables. Et finalement, c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire que si on ne fait pas des sauts comme ça dans nos manières de vivre ensemble, tout en restant humains ensemble, hein, et là, ils pourraient nous inspirer sur comment on fait de la résilience. Et aujourd'hui, ils sont 25 000 à peu près. Je n'ai pas la réponse, j'ai juste un avis, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Et l'avis que je peux donner, il vient de leur expertise. Alors, ça peut peut-être choquer des gens, mais voilà. C'est que le monde ne peut pas fonctionner s'il n'est pas genré. Alors, genré, ce n'est pas forcément les hommes et les femmes, c'est le haut et le bas. Pour qu'il y ait chute d'objet, la gravité, il faut qu'il y ait le haut, je lâche l'objet, il tombe. C'est le jour et la nuit, c'est j'aime, je n'aime pas, c'est le courage et la peur. Voilà. C'est parce qu'il y a deux, féminin, masculin, au bout d'un moment, qu'il y a mouvement. C'est-à-dire que quand on se rapproche, quand l'altérité se rapproche, soit elle crée de l'éloignement,
soit elle crée une relation éventuellement amoureuse. C'est ces deux relations-là. S'il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de vie. Or, on est dans un monde où il n'y a qu'une énergie descendante qui sépare, qui analyse, qui contrôle. Et il n'y a plus du tout d'énergie qui accueille, qui partage, qui crée. Énergie féminine. Donc pour moi, la seule solution aujourd'hui, c'est de remettre un espace féminin, ça peut être fait par des garçons, qui a évidemment la forme du cercle, hein, dans lequel on se dit, de notre intelligence collective, de notre savoir nous mettre en dialogue, vont surgir les réponses dont nous avons besoin. Et pour les financer, c'est pour ça que je parlais des mutuelles tout à l'heure. Il suffit que 10 000 personnes acceptent de verser 10 euros, 15 euros par mois, défiscalisés, parce qu'il n'y a pas de raison de se priver, pour qu'on ait un pactole et qu'ensemble, nous décidions ce que nous voulons faire de cet argent. Et ça, ce serait une révolution incroyable. Et ce qui est déroutant pour le monde masculin aujourd'hui, pas que les garçons, mais une vision du monde, c'est que plein de gens disent « Oui, mais on va financer quoi ?» Ben, on ne sait pas, puisque personne ne sait de quoi le monde de demain sera fait. Par contre, on sait qu'on pourra faire émerger quelque chose. C'est le principe même du féminin, faire advenir, faire émerger. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace comme ça. Les mutuelles étaient comme ça, il n'y en a plus. Réouvrir je prendrai un simple exemple rapide et j'arrête. Ma fille est née avec un angiome ici, sur le front. Une belle tache rouge. Donc quand elle était petite, bon, on lui disait c'est le troisième œil des femmes indiennes. On racontait. Et ça allait, ça faisait un truc qui passait. Puis quand elle est arrivée, fin du primaire et puis collège, les enfants peuvent être très rudes entre eux. Ça n'allait plus du tout. Et pour plein de raisons, et un personnel éducatif dans ce cas-là, hein, je ne stigmatise pas, qui n'a pas su du tout gérer la situation, tentative de suicide de ma fille. Je vous passe les détails sur la réaction du papa, mais bref, je n'en veux à personne. Je reviens voir l'administration et je dis, est-ce qu'on pourrait ouvrir un cercle féminin, une parole, on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est joué, sans chercher de coupable, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'une gamine de 13 ans arrive à ça? Juste comprendre les mécanismes, pour éviter que ça se reproduise, et pour surtout dire à ma fille, tu y es pour rien. Réponse de l'administration, celle-là, hein, je ne stigmatise pas, jamais monsieur. Parce que ça fait émerger des choses qui font peur. Par nature, pourquoi on maltraite le féminin? Parce que le féminin peut faire advenir. Et on a peur de ce qui va advenir. Je ne vous fais pas d'allusion politique, c'est assez clair. Qu'est-ce qui va... Or, le vivant ne va pas se dire, bah non, j'arrête parce que la politique ne veut pas que j'arrive. Le vivant répond à ses propres logiques. Donc un jour ou l'autre, si on ne sait pas l'accueillir et le faire sortir, il va sortir par lui-même. Et ça va être compliqué. La vie, elle ne nous attend pas pour advenir. Hein. Nous, on est juste des petites vaguelettes là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair. Ouvrir un espace où on décide ensemble des réponses et financer nous-mêmes les réponses qu'on va voir sortir. Ça s'appelle quoi? De la solidarité? De la coopération? Et réinventer le mutualisme pour mutualiser notre futur. C'est à notre portée, ça peut être fait demain matin. Ça s'appelle ECHO, si ça vous tente, bienvenue.